Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons d'abord étudier une étude qui dit que d'ici 30 ans, il y aura 160 000 engins qui parcourront le ciel de nos villes pour la mobilité aérienne urbaine. Ensuite, nous reviendrons au temps présent et nous verrons que des compagnies aériennes effectuent des vols commerciaux déjà avec des avions électriques. Mais tout de suite, départ pour 2050. Plus de 160 000 engins électriques à décollage et atterrissage verticaux transportant des passagers seront en service dans les villes du monde entier d'ici 2050, selon le cabinet de conseil en gestion Roland Berger. Bien que l'épidémie de coronavirus puisse retarder de nombreux développements d'engins à décollage et atterrissage verticaux électriques, les eVTOL, au cours des prochains mois et années, la société s'attend à ce qu'elle n'ait peu d'impact à long terme sur la croissance du marché de la mobilité aérienne urbaine. Près de 70% de la population mondiale vivra dans des villes d'ici 2050, contre 50% aujourd'hui, avec une population qui devrait accroître la demande de mobilité urbaine de plus d'un tiers. Roland Berger s'attend à ce que les 160 000 eVTOL soient répartis de manière égale sur 3 niches de marché bien définies. Le premier groupe comprendra les taxis urbains, des vols point à point à la demande à partir de n'importe quelle aire d'atterrissage ou vertiport disponible dans une zone définie. Les avions desservant ce marché sont conçus pour transporter jusqu'à 2 passagers et leurs bagages légers sur une distance comprise entre 15 et 50 km. La catégorie suivante sera celle des navettes d'aéroport, opération régulière sur courte distance reliant des aires d'atterrissage de mobilité aérienne urbaine à un aéroport. Ces itinéraires seront desservis par des eVTOL transportant jusqu'à 4 passagers entre 50 et 80 kg de bagages. Le troisième concerne les vols interurbains, des services réguliers reliant 2 agglomérations qui ne sont pas desservies par un service commercial régulier. Les avions desservant cette niche transporteront plus de 4 passagers sur des distances allant jusqu'à 250 km. Les délais de lancement de ces vols commerciaux varient selon les développeurs. Les start-up axées sur la mobilité aérienne urbaine comme Volocopter et Lilium en Allemagne ont l'ambition de mettre en place des services commerciaux d'ici 2025 au plus tard. Roland Berger s'attend à voir une mise en service par étapes de la mobilité aérienne urbaine. Dans les premières années, lorsque les volumes seront faibles et les coûts élevés, il sera considéré comme un service exclusif à prix élevé. Ce prix élevé sera justifié par la flexibilité et le gain de temps, tout comme le service d'hélicoptère urbain aujourd'hui dans les villes très encombrées. Au fur et à mesure que l'ampleur des opérations augmentera, nous verrons une transition vers un moyen de transport public haut de gamme où les services de mobilité aérienne urbaine seront comparables aux services de taxi actuels en termes de coûts. Cependant, avant que les opérations commerciales puissent commencer, les développeurs de la mobilité aérienne urbaine doivent surmonter plusieurs obstacles. En premier lieu, l'adoption du public. Et aujourd'hui, il reste encore de nombreuses questions ouvertes. Quelle est la meilleure conception pour chacune des 3 missions? La technologie des batteries évoluera-t-elle assez rapidement pour fournir la densité d'énergie requise? Comment l'aéronef s'intégrera-t-il en toute sécurité dans l'espace aérien? Quand aurons-nous des procédures de certification adaptées? Étant donné que la mobilité aérienne urbaine est un système de mobilité entièrement nouveau, une grande partie de son succès dépendra de la façon dont elle s'intégrera au réseau de transport existant, aérien, ferroviaire et routier. Cela nécessitera non seulement de repenser la chaîne et les services de mobilité, mais exigera également des investissements dans des infrastructures supplémentaires telles que les vertiports. Cela soulève également la question du meilleur emplacement pour ces sites d'atterrissage et à quoi ils ressembleront. La mobilité aérienne urbaine a également besoin d'une analyse de rentabilité claire et convaincante pour montrer qu'elle est commercialement viable et qu'elle peut attirer les financements nécessaires pour se développer. Ce défi est particulièrement difficile à relever car nous avons encore trop de questions ouvertes pour construire une analyse de rentabilité fiable, même basée sur des hypothèses. Roland Berger a identifié plus de 100 programmes d'avions de mobilité aérienne urbaine actifs dans le monde, dont plus de la moitié sont basés en Europe. Aucun type de modèle ne s'impose à ce jour, et il faut s'attendre à un bouleversement du marché de la mobilité urbaine. La demande de mobilité aérienne urbaine pourrait être stimulée,
car elle représente un mode très pratique de transport privé et de distanciation sociale, un moyen d'éviter les transports publics encombrés. Roland Berger affirme qu'entre janvier et juin de cette année, plus de 900 millions de dollars ont été investis dans des startups, 9 fois plus qu'en 2019. Plus de 160 000 drones de passagers devraient ainsi voler d'ici 2050. Retour maintenant au temps présent avec des compagnies aériennes qui effectuent des vols commerciaux avec des avions électriques. C'est déjà le cas aujourd'hui. L'un prétend être le premier propriétaire d'iPhone au Canada et le premier à mettre une Tesla 6 sur les routes de Vancouver. J'aime vraiment les nouvelles technologies innovantes, déclare Greg McDougall. Je suis l'un des premiers à les adopter. L'autre, Dan Wolf, a des préoccupations concernant la pollution qui endommage son habitat côtier et qui l'ont amené à installer suffisamment de panneaux solaires sur les toits de sa maison pour satisfaire ses besoins électriques. Ces deux avant-gardistes ont des histoires, des intérêts et une vision partagée. Les deux sont des pilotes avec des milliers d'heures de vol à leur actif. Chacun a fondé et dirige une compagnie aérienne régionale prospère, les hydravions Harbour Air de McDougall à Vancouver et Cape Air dans le Massachusetts pour Wolf. Il croit que l'avenir de l'aviation sera propre et rentable en kilowatts. Il s'engage dans le vol électrique. McDougall s'est intéressé aux nombreux projets en cours dans le monde de la propulsion électrique pour l'aviation. Il est convaincu que la promesse de la technologie de réduire considérablement les coûts de maintenance et d'énergie, combinée à zéro émission, est ce dont l'aviation commerciale a besoin. L'an dernier, lorsqu'il avait annoncé que son entreprise allait adopter la propulsion électrique, le public a réagi avec incrédulité, ridicule et scepticisme. Sans se laisser décourager, il est devenu un ardent défenseur de l'électrification de l'aérien. Il a ainsi reçu un appel de Roy Gazansky, PDG de magniX, une jeune entreprise développant des moteurs d'avions électriques qui a récemment établi son siège à Seattle. Quelques jours plus tard, les deux se sont rencontrés pour un café et ont décidé de collaborer. McDougall envisageait de réaménager les 22 hydravions de Havilland Dash 3 Otter de Harbour Air avec une alimentation électrique. Ces turbopropulseurs céderaient donc la place au moteur Magni 500 de 750 chevaux de magniX. Dans le même temps, Wolf évaluait quelques projets d'aviation électrique qui avaient les meilleures chances de succès commercial. Il a finalement opté pour Eviation, développant l'Hélice, un avion tout composite de 9 passagers, propulsé par 3 propulseurs montés sur la queue et à l'extrémité des ailes, entraînés par 3 Magni 250 de 375 chevaux. Il estime que la conception d'un avion autour de l'énergie électrique dès la conception se traduit par une plateforme plus efficace et plus performante que l'application d'un tel système à une cellule initialement équipée d'un moteur à combustion traditionnel. De plus, Wolf n'est pas étranger au développement d'avions. Sachant que la flotte de Cessna 402C de Cape Air était sur le point de prendre sa retraite et incapable d'inciter un fabricant américain à construire le remplacement, le transporteur a travaillé avec l'italien Tecnam, dont la conception, la sélection des systèmes et l'équipement du P2012 Traveler, que la FAA a certifié l'année dernière. Cape Air a déjà 11 de ses avions à moteur à piston transportant 10 passagers dans une cabine non pressurisée, en service. Prévoyant que 20 seront livrés cette année, il y a des options sur 92 supplémentaires. Wolf voit l'Hélice et le Traveler comme un complémentaire et pense qu'une version électrique de ce dernier pourrait être envisagée. En décembre passé, McDowell a été le premier à concrétiser sa vision lorsqu'il est remonté du terminal du fleuve Fraser de Harbour Air dans un Dash 2 Beaver équipé d'un Magni 500. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une autre émission de Première Classe TV. Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire, a-t-il déclaré, qualifiant le vol de l'avion commercial à 6 passagers E-Plane de jalon incroyable de l'histoire mondiale de l'aviation. Ce premier vol n'a duré que 15 minutes, grâce aux batteries basse densité utilisées. Cependant, McDougall pense que grâce aux améliorations continues de la technologie des batteries, une fois que ces E-Otters seront en service dans environ 2 ans, ils devraient avoir des performances et des charges utiles similaires à celles d'aujourd'hui et suffisamment de rayons d'action pour satisfaire le réseau de Harbour Air.
Les vols du transporteur durent en moyenne 30 minutes. La batterie sera rechargée à chaque destination avec un quotient de 1 minute de charge égale à 1 minute de temps de vol. Quant à l'hélice, son premier vol a été compromis en janvier dernier lorsqu'un incendie lors d'essais au sol en Arizona a détruit le prototype. Un remplacement est en cours. Imperturbable, Wolf maintient son cap pour mettre en service les 15 premiers trimoteurs dans 3 ou 4 ans. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager ces vidéos, de vous abonner. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine, et la semaine prochaine, nous allons voir qu'Airbus est en train de développer un avion qui fonctionne à l'hydrogène. À la semaine prochaine.